aujourd'hui, en ce moment, on commémore la fin de la Première Guerre mondiale. C'est suite à aux horreurs de cette Première Guerre mondiale que se sont mobilisés un certain nombre d'éducateurs, pédagogues, médecins, enfin beaucoup de domaines de la société civile pour penser une nouvelle éducation. Et ce mouvement qu'on appelle l'éducation nouvelle a eu un certain nombre de soubresauts ce qui est intéressant, c'est d'étudier la première charte de 1921, la deuxième charte de 1932, où il y a un écart immense et où on voit que les événements politiques, internationaux, notamment les révolutions russes, ont joué un rôle important. Par exemple, pour l'ascension de Célestin Freinet. On en reparlera plus la semaine prochaine. Mais c'est très important de situer, me semble-t-il, toute cette réflexion sur l'éducation et l'éducation nouvelle dans cette perspective historique qui permet de comprendre beaucoup de choses. Alors, Rudolf Steiner, lui, il a justement toujours été un peu en marge de ce courant d'éducation nouvelle, même s'il y a des choses, des points communs, il va toujours justement se méfier des pressions politiques nationales ou internationales qu'ont subi tous ces pionniers. Et donc, c'est toujours situé un petit peu en marge de l'éducation nouvelle, mais comme vous allez le voir, il est vraiment passionnant à étudier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le personnage. J'ai fait un choix ce matin qui est de partir vraiment de ses écrits. Voilà. Parce qu'il a fait beaucoup de conférences, des centaines de conférences. Il a beaucoup écrit aussi. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de Rudolf Steiner, on se rend compte qu'il est peu connu. Et surtout, on a lu des choses sur Steiner. On se pose encore la question de savoir si l'anthroposophie, c'est pas une secte ou pas une secte, etc. Enfin, on se pose des questions qui auraient dû être résolues depuis longtemps, ce qui prouve la méconnaissance du sujet. Et donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ou une grande partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui, est tiré de ces ouvrages. Que rien n'est mieux que d'aller à la source plutôt que d'accorder foi à ce qui est encore beaucoup du domaine de la rumeur. Alors, ceci étant dit, Rudolf Steiner, à ne pas confondre avec le philosophe George Steiner, qui lui est toujours bien vivant et qui est aussi un philosophe tout à fait passionnant, mais dans un tout autre domaine. Rudolf Steiner, il est né en 1861, mort en 1925. Vous voyez ? Il est né à peu près en même temps que Maria Montessori, que nous avons vu aussi il y a 15 jours, mais décédé plus prématurément. Alors, c'est un philosophe, c'est un ésotériste aussi, de nationalité autrichienne, même s'il est né en Croatie. Donc en 1861. Il a été élevé par un père libre-penseur et très jeune, il va connaître ses premières expériences mystiques. Il écrit en 1914 dans les énigmes de la philosophie, il écrit ceci: « Avec ma propre âme, je vivais dans un monde qui jouxte le monde extérieur. Mais il me fallait toujours franchir une frontière quand je voulais avoir affaire avec ce monde extérieur. Je me trouvais dans un ensemble de relations des plus animées, mais il me fallait à chaque fois entrer comme par une porte après avoir quitté mon monde. » Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'un certain nombre d'éléments que va expliquer Steiner sont le fruit d'une véritable expérience.
C'est-à-dire, il voit des choses que nous ne voyons pas forcément, hein, il voit d'autres plans de réalité, et il va essayer de transmettre ceci, mais sans forcément toujours pouvoir l'expliquer, hein, ou le justifier de manière rationnelle. Donc il est sensible à la dimension spirituelle de la vie, hein, ce mot va revenir sans cesse, spirituel. Donc lié à l'esprit, la vie de l'esprit, hein, très sensible à la dimension spirituelle, et il va acquérir quand même une solide formation philosophique. D'abord, il est un peu comme Nietzsche, il se spécialise dans la philologie. Donc il est d'abord philologue, et ça va faire de lui un spécialiste de Goethe, dont il gère un temps les archives et il préside à l'édition des œuvres complètes de Goethe. Il va être chargé notamment de publier les travaux scientifiques de Goethe, puisque Goethe, en plus d'être un magnifique poète, c'est un scientifique. Hein, il étudie les domaines de l'optique, de la botanique, de la géologie. Et il va écrire notamment, ce qui va beaucoup toucher Steiner, un magnifique ouvrage sur les métamorphoses des plantes, qui fait d'ailleurs encore aujourd'hui autorité, notamment dans le domaine de la biodynamie. Donc, il publie les travaux scientifiques de Goethe, il les étudie en profondeur et il va donc expliciter la méthode scientifique de Goethe. Et ces travaux sont publiés dans ce livre, qui est peut-être un des plus célèbres, hein, de Steiner, qui est « Écologie spirituelle ». Alors, il étudie aussi d'autres philosophes, et notamment, il va se trouver aussi à gérer les manuscrits et la bibliothèque de Nietzsche. Et, vous voyez, où la philologie mène, hein, aux archives, aux bibliothèques, et de grands philosophes. Et au fil du temps, il va élaborer sa propre pensée, et très vite, il fait ce diagnostic que le matérialisme moderne a diminué la capacité de l'homme à participer au processus pleinement spirituel du monde. Mais rien n'est perdu, puisque Steiner a une grande confiance dans le potentiel humain, et il dit que l'homme peut réapprendre à le faire, c'est-à-dire à devenir un être spirituel et à ne pas se laisser écraser par la domination matérialiste. Donc il se fera toujours le défenseur de ce qu'il appelle la science spirituelle. La science spirituelle, avec deux majuscules, et cette science spirituelle, elle accorde à l'esprit une place prépondérante. Cet esprit qui va imprégner, irriguer la matière, mais qui, sans cette matière, sans l'esprit, ne serait rien. En 1909, il rejoint la Société théosophique, donc qui a été créée par Elena Petrovna Blavatsky en 1875, et il va très vite vivre une sorte de différence, hein, avec les principes de la Société théosophique, et il souhaite établir ce qu'il appelle un christianisme cosmique. Donc il s'éloigne de la Société théosophique, il va fonder en 1912, vous voyez, 3 ans après seulement, la Société anthroposophique, dont on pourrait penser que anthropos, hein, l'homme, Sophia, la sagesse. Alors ce qu'il dit, c'est que l'interprétation correcte du mot anthroposophie n'est pas sagesse de l'homme, comme on aurait pu l'imaginer, mais conscience de son humanité. Conscience de son humanité, c'est-à-dire éduquer sa volonté, cultiver la connaissance, vivre le destin de son temps, afin de donner à son âme une orientation de conscience. Et c'est ça qu'il appelle la Sophia. La Sophia, pour lui, n'est pas tant la sagesse des anciennes civilisations, des anciennes traditions auxquelles il se réfère, mais qui n'est peut-être pas pour lui l'essentiel. La Sophia,
c'est d'avoir une orientation de conscience au plus profond de son âme. Et donc une orientation, évidemment, spirituelle. C'est là le différent avec la société théosophique, c'est qu'il va redonner ses pleines lettres de noblesse à la tradition chrétienne, notamment les évangiles, qu'il va réinterpréter au détriment peut-être de ce qu'il considérait comme un trop grand intérêt pour l'Orient, notamment pour l'Inde, de la part des théosophes. Donc il est convaincu que le progrès spirituel de l'humanité est possible, et évidemment, il veut partager ses convictions, et il croit aux vertus de la pédagogie, bien entendu. Et donc il va passer une grande partie de sa vie à donner des conférences, et à écrire des ouvrages pour diffuser sa vision. Alors ce qui est très intéressant avec Steiner, c'est que certes c'est un mystique, ça c'est quelqu'un évidemment d'un lien évident avec des plans supérieurs, avec les plans dits spirituels, mais c'est aussi quelqu'un qui a un esprit très pragmatique et pratique. C'est-à-dire qu'il veut ancrer sa vision, son idéalisme, parce que c'est un idéaliste, dans des disciplines concrètes. Et donc il va s'intéresser à beaucoup de domaines politiques, sociaux, économiques, artistiques, bien sûr, agricoles aussi. Tous ces domaines, pour lui, sont irrigués, ou devraient être irrigués, par la science spirituelle. C'est ce qui fait le lien entre tous ces domaines. Donc il pense que le temps est révolu, où les sociétés humaines pourraient être encore guidées exclusivement par les traditions ou par la sagesse du passé. L'être humain est invité de plus en plus à s'individualiser et à s'auto-déterminer librement. Ça, c'est très important. S'individualiser, on est dans une période, c'est le début fin 19e, début 20e, une période d'individualisation où l'homme doit être capable de penser par lui-même et de s'auto-déterminer librement. Alors voilà ce qu'il dit dans un de ses ouvrages. Notre époque est donc soumise à une double exigence paradoxale. Des milliards d'êtres humains, en s'individualisant, développent un égoïsme inévitable et destructeur. Ça, c'est la face, c'est l'ombre de l'individualisation, c'est que s'il est extrême, évidemment, ça développe l'égoïsme et la destruction de soi, de l'autre, de la planète. Afin que les sociétés humaines ne s'auto-détruisent pas, nous devons nécessairement parvenir à partager un même sous-sol, une même surface cultivable et une même atmosphère respirable. Vous voyez, c'est très actuel. Voilà. Je ne sais pas si la COP 21 s'est inspirée du principe de Steiner. Malheureusement, je ne pense pas trop, mais ils auraient pu. Donc, il dit aussi, ça c'est très intéressant, ce ne sont pas des institutions supranationales qui pourront amener la paix et le juste partage des biens communs d'une même terre, ni encore les replis nationaux, mais bien des sociétés humaines dont les fondements seront nourris par de justes impulsions venant des individus eux-mêmes. Il est visionnaire. Disons qu'il avait bien vu le problème, puisque à son époque, ou après la guerre, c'est vrai, on avait vu avec la création de la Société des Nations, beaucoup d'espoir avait été mis dans la création de ces institutions supranationales pour qu'il n'y ait plus de guerre, et les replis nationaux. Bon, lui, il est parti en 1925, donc avant ce que d'autres pédagogues de l'éducation nouvelle ont vécu avec la montée du nazisme et du stalinisme. Alors, il dit aussi « Seul un organisme social qui sépare et articule les trois domaines de la vie des hommes pourra prétendre aller vers la santé.
Alors, je vous présente ça parce que ça a un lien évidemment avec sa pédagogie. Il va parler de 3 domaines, ce qu'on appelle parfois la triarticulation de la vision de Steiner, ou la triarchie dans certains de ses ouvrages. Il dit, il y a 3 sphères. En fait, il reprend quelque chose de très très ancien, que les Grecs connaissaient bien, la vision ternaire, avec le soma, soma, psyché, nous. Bon, il reprend un petit peu cela en disant, bon, il y a l'économique, il y a la sphère économique, qui est le domaine qui répond à la satisfaction des besoins indispensables, de se nourrir, se vêtir, se loger. C'est le domaine de la création des marchandises et de leur circulation et de leur consommation. Ça, c'est toute une sphère à part entière, indispensable à l'humanité. Mais il y a une deuxième sphère qu'il appelle le juridique, ou le politico-juridique, c'est-à-dire toute la sphère politique, sociale, juridique, domaine qui organise, à partir de la démocratie, les lois valables pour tous. C'est quelqu'un qui, vous avez compris, l'autodétermination, qui est très sensible à la démocratie, au fait que tous puissent s'exprimer. Et enfin, troisième sphère, troisième domaine, le plus élevé, le spirituel, ou il appelle le culturel spirituel. Il agrège, des mots. Culturel spirituel, domaine lié à l'activité de l'esprit, aux compétences individuelles, à leur développement et leurs applications dans le champ social. Et pour lui, c'est ce domaine culturel spirituel qui nourrit les 2 autres. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ce plan respecté, considéré et géré comme il se doit, le domaine juridique ou politico-juridique et le domaine économique vont aller à volo, ne seront pas irrigués par le culturel spirituel, et donc compétition, guerre économique, décadence politique, corruption, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'il a cette vision ternaire et qu'il va trouver plein de domaines d'application différents. On va dire, mais pourquoi on le trouve dans beaucoup de domaines apparemment si disparates? En fait, pour lui, c'est cohérent. Il faut que tous ces domaines de vie en société soient irrigués par la science spirituelle. Donc, bien sûr, concernant l'éducation, ce qu'on va développer, avec la création de cette pédagogie qu'on appelle Steiner-Waldorf aussi, les écoles Waldorf, W-A-L-D-O-R-F, qui est simplement le nom de l'usine à Stuttgart, où il avait fait des conférences pour des ouvriers. Et donc, du coup, ça a pris ce nom-là. La médecine, il va élaborer des traitements à base de plantes conçus pour accompagner les médecines traditionnelles. Et certains de ces thérapies ou ces médicaments sont encore aujourd'hui commercialisés. Ce sont les marques Velleda, pour ne pas les nommer, Demeter, vous savez, le logo Demeter, les produits Demeter viennent de cette recherche en biodynamie. L'économie, il ne se désintéresse pas du tout des problèmes financiers. Il va proposer même un système bancaire alternatif. Et ces analyses, parce qu'on a ces analyses sur l'argent, sur les dangers de l'argent, dette, ou l'argent spéculatif, qui sont d'une extraordinaire pertinence. Quand on sait que, il est mort 4 ans avant la grande crise de 29, et aujourd'hui, nous sommes toujours dans ces problèmes. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la nef. La nef, qui est aujourd'hui rattachée aussi au crédit coopératif, fait partie de cette recherche initiée par Steiner et l'anthroposophie. Alors, il va aussi conceptualiser, plutôt vers la fin de sa vie, l'agriculture biodynamique, qu'on appelle couramment la biodynamie, qui est différente de la permaculture, qui est différente aussi d'autres agricultures, disons, raisonnées,
Et lui, c'est vraiment l'agriculture biodynamique, dans le sens d'étudier vraiment de manière très précise les influences cosmiques, donc les rythmes de la Lune, du Soleil, hein, sur le développement de la plante et de toute la production agricole. C'est pour ça que c'est une méthode qui utilise des préparations. Hein, on connaît le fameux purin d'ortie qui fait tant parler, mais aussi de remplir des cornes de vache, bon, et de les enterrer. Enfin, il y a après tout un ensemble de techniques, hein, qui peuvent sembler tout à fait farfelues si on ne les rattache pas à la vision qu'il a, et notamment de cette influence cosmique, hein, des planètes, des constellations, sans lesquelles, évidemment, tout ceci peut sembler un peu du délire. Donc, soutenir un bon processus végétatif, limiter le développement des parasites, et tout ce qui est considération des rythmes lunaires et planétaires. Donc, c'est ça qui va différencier cette biodynamie de la permaculture, mais aussi de l'agriculture biologique, hein, ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'un Pierre Rabhi est un peu le représentant de ce courant biodynamique. Oui, oui. Oui, il serait, je pense que s'il revenait, il serait assez terrifié, oui. Alors, donc, vous voyez, donc l'économie, la politique, l'agriculture, mais l'art aussi. L'art va être un des éléments essentiels de sa pédagogie. Pour lui, c'est une des voies royales de la transmission de la pensée, et tout particulièrement la musique. Et c'est lui qui va être le fondateur de ce qu'on appelle l'eurythmie, c'est-à-dire le bon rythme, qui est une discipline à la fois expression corporelle, méditation et lien, là aussi, avec les forces du cosmos. J'y reviendrai puisque dans le cursus pédagogique, il y a, dès la plus petite enfance, cette discipline de l'eurythmie et qui évolue d'ailleurs au fil des âges. Il va faire construire près de Bâle, donc en Suisse, le Goetheanum, qui est en fait le siège de la société anthroposophique qui existe toujours. Il l'avait fait construire d'abord en bois, et puis un incident, un incendie plutôt criminel a fait brûler l'établissement. Donc du coup, il l'a refait construire en béton. Et donc, du coup, il existe toujours. Et c'est un grand centre culturel qui est Goethe comme Goethe. Voilà, Anum, A-N-U-M. Goetheanum, on peut le visiter. C'est un centre culturel ouvert à tous pour des conférences, des concerts, et qui témoigne de la volonté de Steiner d'incarner sa vision, cette science spirituelle, dans des choses concrète, hein, et transmissible et accessible à tous. Voilà, un peu présentation rapide de Steiner. Alors, les principes de sa pédagogie. Il va s'inspirer et il rend hommage à un certain nombre de pédagogues du 19e siècle, dont je vous ai marqué les noms au tableau parce qu'ils ne sont franchement pas connus, parce que ce sont pour la plupart des pédagogues allemands ou suisses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pédagogie Steiner-Waldorf va essentiellement se développer dans ces pays. Suisse, Allemagne, Autriche. Hein. En France, c'est très peu connu, c'est très peu développé, pour des raisons liées à la résistance de beaucoup de milieux éducatifs à tout ce qui est spiritualité en France. Donc là, le combat, il est énorme, hein, immense, et c'est pour ça qu'en France encore, voilà, il y a beaucoup d'éléments négatifs qui circulent sur l'anthroposophie, sur les écoles Steiner, alors que ce sont des écoles totalement intégrées en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans le cursus éducatif.
Bon, mais ça, c'est le problème franco-français. Donc, ces pédagogues allemands ou suisses auxquels il rend hommage, je dis en France, ils sont inconnus et ils méritent de l'être plus. C'est un certain Herbart, Ziller, Disterweg, Pestalozzi. Bon, peut-être Pestalozzi, c'est le moins inconnu. Et donc, sa pédagogie ne vient pas de nulle part. Il rend hommage à ces pédagogues et il explique que, quand même, l'essentiel, c'est que cette science de l'éducation doit devenir un art, c'est-à-dire une pratique. C'est-à-dire c'est bien d'avoir des théories sur l'éducation, et Dieu sait si on en a aussi, depuis Jean-Jacques Rousseau, on a plein de théories sur l'éducation, sur ce qu'il faudrait faire, mais pour Steiner, tout ça est bien joli, mais l'essentiel, c'est quand même d'appliquer tout ça. C'est ce qu'il dit dans son livre, dans l'article d'un livre qui s'appelle « Le plan scolaire des écoles Rudolf Steiner », dont je vous donnerai, si vous voulez, les coordonnées. On dit qu'il faut développer la personnalité humaine, qu'il faut étudier les forces qui peu à peu apparaissent dans l'enfant grandissant, et qu'il faut développer par l'art pédagogique ce qui veut se dégager ainsi de la personne humaine. C'est un excellent principe. Ça, je le développerai après, cette histoire de naissance progressive de l'homme. C'est un excellent principe, mais il ne faut pas qu'il reste abstraction. Il ne faut pas qu'on s'en contente. Il faut avoir la volonté de le faire passer dans la pratique. Le principe n'a de valeur que lorsqu'il peut être vraiment pratiqué, lorsque la vie donne vraiment la possibilité de considérer l'être humain en développement depuis sa première année jusqu'à l'âge adulte, de façon à percevoir réellement les forces qui veulent se faire jour. Donc, ça c'est un peu un pavé, une pierre dans le jardin de tous les théoriciens de l'éducation, parce qu'ils sont nombreux, mais qui ne seront pas forcément sur le terrain. Et lui veut être sur le terrain. C'est-à-dire il va créer ses écoles, mais ensuite il sera aux côtés des éducateurs pour faire le point, pour faire les analyses, pour comprendre les côtés positifs, mais aussi ce qui peut être amélioré. C'est toujours quelqu'un qui vraiment de terrain, et qui n'abandonnera jamais les éducateurs qui mettent en pratique tous les jours avec les enfants sa pédagogie. Voilà précisément, il continue, ce que la science spirituelle veut apporter. Une juste compréhension de ce qui est actif en l'être humain. Et, là c'est une petite parenthèse, toute sa vision est en fait sur le fait que l'être humain a des choses en potentiel qui vont peu à peu, si on donne un cadre pertinent et adéquat, peuvent devenir actifs. Et sinon, vont rester de l'ordre du potentiel, ou avec des expressions totalement erronées. Le matérialisme est effectivement condamné à ne pas comprendre la matière. Alors dit tiens, pourtant, matérialiste, normalement, la matière, ça le connaît. Eh bien non, le matérialisme est effectivement condamné à ne pas comprendre la matière, car celle-ci est le champ où l'esprit travaille en permanence. Pour lui, il n'y a pas de matière qui ne soit pas irriguée en permanence par l'esprit. Il n'y a pas d'un côté l'esprit, de l'autre la matière. C'est pour ça qu'il est spiritualiste, mystique spiritualiste, mais en intégrant complètement
le plan intermédiaire, comme on l'a vu, mais aussi celui de la matière. C'est pour ça qu'il va s'intéresser à l'agriculture, à l'économie, parce que pour lui, ce sont des domaines qui devraient être aussi régis par les principes de la science spirituelle. Il n'y a pas de découpage ou de... Donc, la matière et le champ où l'esprit travaille en permanence. La méthode d'observation matérialiste ne peut s'adapter à ce travail de l'esprit en l'homme. Si le matérialisme devait en venir à méconnaître entièrement l'esprit, on doit penser que le plus grand dommage s'en suivrait, que l'homme cesserait de penser qu'il deviendrait un animal. Aucun être humain ne peut se refuser à admettre que lorsqu'on pense, on se livre à une activité spirituelle. Mais le sort du matérialisme, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe dans le corps. C'est pour ça que très clairement, la pédagogie qu'il va mettre en place, les écoles qui vont se créer, mettent ce primat de l'esprit, cette primauté de l'esprit avant tout. Donc, par rapport à la charte qu'on avait vue la semaine dernière, la dernière fois, c'est bien entendu à la charte de 1921 qu'il se réfère et pas à celle de 1932. Là, je fais une petite référence aux initiés qui étaient là il y a 15 jours. Je vous enverrai le texte, parce que c'est vraiment intéressant. L'essentiel de sa pédagogie, donc, a été largement exposé au cours de 170 conférences environ, donc 170 conférences sur l'éducation, destinées essentiellement à des éducateurs. Et à cela, il faut ajouter quantité d'autres conférences qui, si elles ne traitaient pas spécifiquement d'éducation ou de pédagogie, vous avez compris, hein, c'est une vision globale, donc ont aussi leur intérêt quand on s'intéresse à l'éducation. Par exemple, des conférences intitulées « Considérations anthroposophiques sur le langage »,« Questions sociales et pédagogiques à la lumière de la science spirituelle », enfin, plein de conférences qu'il a données à des éducateurs, à des ouvriers, puisqu'il allait dans tous les milieux pour diffuser sa vision. Et il a formé le premier collège d'éducateurs à Stuttgart entre 1919 et 1924, et c'est là où on a aussi beaucoup de conférences et de comptes rendus, de réunions qu'il faisait avec les éducateurs. Je dis tout ça pour comprendre qu'on a une énorme bibliographie sur Rudolf Steiner, avec des écrits de Rudolf Steiner. Les conférences ont toutes été transcrites. On a du matériel. Voilà. On a du matériel. C'est pas qu'on n'a pas, c'est on a plein, et qui sont traduites. Ils n'ont pas forcément depuis très longtemps, mais quand même traduites. Alors, et donc, je soulève simplement le problème que tout ceci n'est pas étudié. Et qu'on continue donc à fonctionner sur des clichés extrêmement réducteurs. Alors, pour la suite, parce que là on va rentrer un peu dans le détail, je me base sur un livre qui s'appelle « L'éducation de l'enfant au point de vue de la science spirituelle ». Voilà. L'éducation de l'enfant au point de vue de la science spirituelle, qui quand même a été édité par PUF. Tout ce que je vais vous dire, là, est issu de ce livre, hein, l'éducation de l'enfant au point de vue de la science spirituelle. Parce qu'il explique bien les racines de ce qu'on va trouver ensuite dans sa pédagogie. On ne peut pas, parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses différentes, hein, qui vont se pratiquer dans les écoles Steiner, sans aller à la source. Parce que ce ne sont pas des techniques. Et ça demande une énorme formation de la part des éducateurs aussi. Une exigence importante. Toute la vie humaine, écrit-il, ressemble à une plante qui ne contient pas seulement ce qu'elle offre à nos yeux, mais encore un état futur
qu'elle cache au tréfonds de son être. La contemplation d'une plante déployant ses premières feuilles nous annonce l'éclosion proche de fleurs et de fruits. De même, la vie humaine recèle les germes de son avenir. Alors vous allez me dire, bon, c'est assez évident. Oui. Oui. La suite le sera peut-être un peu moins. Seule la connaissance de la nature cachée de l'homme permet de concevoir cet avenir. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir la vision de ce que va devenir le bébé, l'enfant, puis l'adolescent, si on n'a pas cette idée que la graine contient déjà l'arbre. Sur plein de domaines. Donc, alors c'est vrai que dans d'autres écrits où il parle de comment il voit comment une plante grandit, enfin, c'est assez fantastique parce que évidemment il voit des choses que nous ne voyons pas forcément. Les élémentaux lui sont totalement familiers, enfin tous ces petits esprits de la nature qui participent pour lui de manière naturelle parce qu'il les voit de ce fonctionnement de la nature. Et pour nous, ça peut être quelque chose d'un peu fantasmagorique. Cette attitude approfondie de la nature humaine, poursuivie par la science spirituelle, doit être appliquée à la question de l'éducation. Donc, pour lui, il ne s'agit pas tant de revendications ou de programmes même d'études, d'un plan de discipline à enchaîner, mais surtout d'une vision. C'est cette vision qu'il faut bien comprendre. Nous décrirons simplement la nature de l'enfant, la nature des phases successives de l'être humain en formation suggère des points de repère qui régleront l'éducation. Et c'est pour ça que dans la structure des écoles Steiner, vous avez très précisément des divisions selon des périodes de 7 ans. Donc de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 à 21 ans. Parce que ça correspond à quelque chose de très précis dans ce développement de l'être humain. Donc pour percevoir les lois de la croissance humaine, il faut d'abord étudier la constitution occulte de l'homme. Occulte parce que elle n'est pas évidente, elle n'est pas visible forcément à l'œil nu. Il existe chez l'homme 4 principes distincts. Alors ça, c'est très important pour la suite. 4 principes distincts. On a d'abord un corps physique. Ça, là-dessus, c'est assez simple. C'est celui qu'on connaît communément, le squelette, les organes, corps physique. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Mais je dirai après. Alors, un corps physique. Ensuite, un deuxième niveau qu'il va appeler le corps éthérique ou dynamique. Qu'est-ce que c'est que ce corps éthérique ou dynamique? C'est une sorte de force vitale, sorte d'enveloppe du corps physique qui va gérer les phénomènes de la croissance et de tout ce qui est lié à la circulation. C'est un peu comme dans une plante, la sève qui monte, qui descend. Dans l'homme, il va y avoir aussi tous ces organes liés à la circulation. C'est lui, alors, écoutez bien, c'est ce corps éthérique, c'est lui qui construit et modèle le corps physique, dont il est à la fois l'habitant et l'architecte. C'est-à-dire, c'est un processus d'incarnation qui va partir du haut vers le bas. Donc,
c'est le corps éthérique ou dynamique qui va construire, modeler et habiter en même temps ce corps physique. Il est spécifique à l'homme, à l'animal et au végétal. C'est pour ça que dans toutes ces considérations sur les plantes, ce qu'avait déjà vu Goethe, il va s'inspirer beaucoup de Goethe sur les métamorphoses des plantes, évidemment, il va étudier en premier lieu ce corps éthérique de la plante, qui est essentiel pour le développement du corps physique. Et donc, s'il y a un dysfonctionnement physique, il ne faut pas simplement étudier le plan physique, mais il faut aller plus haut, voir qu'est-ce qui se passe au niveau du corps éthérique. Pourquoi éthérique? Parce que c'est comme une substance d'éther, donc plus subtile, invisible la plupart du temps, qui fait comme une sorte d'enveloppe. Ça a à voir avec l'aura? Alors ça dépend de ce qu'on appelle l'aura. Voilà. C'est un peu ça. Ça dépend de ce qu'on appelle l'aura, parce que là, à chacun qui dit aura, emploie ce terme avec une vision différente. Donc là, je ne me prononce pas sur le terme aura, ça dépend de ce qu'on appelle l'aura. Parce que vous allez voir, après, c'est pas fini, il y en a 4. Donc physique, éthérique ou dynamique. Troisième corps, le corps astral ou animique. Anima, l'âme. Le corps astral ou animique, donc pour certains, c'est ça l'aura. C'est ça, oui. Voilà. C'est lui qui enregistre la douleur, la joie, les désirs, les passions. C'est-à-dire c'est le corps affectif, émotionnel. Le corps éthérique ou dynamique, c'est le corps qu'on appelle aussi pranique, c'est énergétique. Qui fait que parfois, on peut avoir un bon état physique, mais on est fatigué, on n'a pas d'énergie, parce qu'il y a un problème dans le corps énergétique et pas physique. Et peut-être c'est parce qu'il y a un problème encore plus haut dans le plan émotionnel. Donc, corps astral ou animique ou émotionnel, c'est lui donc qui enregistre tous les affects, positifs ou négatifs. C'est un corps spécifique de l'homme et de l'animal. Vous voyez, ces plans sont aussi liés au règne. Corps physique, règne minéral, végétal, animal. Donc la plante n'a pas de corps astral ou animique, ou très peu développé, encore en potentiel. Bon, aujourd'hui on sait qu'elles ressentent des choses, mais tout ça est aussi, il faut bien voir, imbriqué l'un dans l'autre. Donc corps astral ou animique, spécifique à l'homme et à l'animal, c'est une forme constituée par des images colorées, lumineuses, se modifiant avec une extrême mobilité. Quand on passe de l'amour à la colère ou à la haine, ce corps se colore différemment. Bon. Là, on voit bien que pour Steiner, ce n'est pas une élucubration théorique. C'est-à-dire, il voit ça. C'est une sorte d'auréole lumineuse, voilà, colorée. Et enfin, le 4e plan, qu'il va appeler le corps du moi, avec un M majuscule, qui est spécifique à l'homme. Le corps du moi, c'est là où se manifeste l'âme humaine supérieure. C'est l'âme, ce qui anime, anima, va se subdiviser entre le corps astral, ou animique, dans ce qui est le plus, ce qui est inférieur du fonctionnement psychique, et le moi, qui là où se manifeste l'âme humaine supérieure. Alors, quelle est la tâche, la mission du moi? Sa tâche est d'anoblir et de purifier par son influence les autres corps. C'est une sorte de plan, de corps supérieur qui a comme mission d'alchimiser, on va dire, de purifier, de faire évoluer les plans inférieurs. Par exemple, c'est ainsi que le corps astral peut devenir le siège de sentiments supérieurs, épurés de plaisir et de peine, d'appétit et de désir affiné, de pensée aussi élevée. Ça a une mission d'élévation.
ce corps du moi. Tous les progrès de la civilisation se traduisent pour l'homme par ce travail du moi sur ses principes inférieurs. Donc, si vous voulez, l'éducation va être là pour permettre au plan inférieur de se développer le plus harmonieusement possible et de permettre un support le plus adéquat pour que ce moi puisse s'exprimer. Voilà. Est-ce que les corps inférieurs, les 3 premiers corps, font bouchon ou sont-ils des canaux pour l'expression de ce moi ? Et pour lui, l'esprit, évidemment, est surtout dans ce corps du moi. Alors, il ne faut pas se tromper avec un M majuscule pour montrer justement que lorsque ce corps du moi se dilate, s'exprime, eh bien, c'est là où il y a la connexion possible avec quelque chose de transpersonnel, de cosmique, vraiment de supérieur. Qu'à un certain moment, il l'appelle le soi. Ce qui fait référence à d'autres traditions, je pense notamment à Jung, qui parle du soi, avec là aussi un S majuscule. Alors, donc ça c'est très important, c'est la base, théorique de la vision. Bon, il va la développer à d'autres endroits plus, mais pour ce qui nous intéresse, l'éducation c'est clé, parce que ça va évidemment influencer toute sa méthodologie pédagogique. Puisqu'il dit que le développement de chaque corps se poursuit de façon différente aux différents âges de la vie. Et donc il faut connaître les lois qui régissent le développement successif de la nature, parce que ce sont les préliminaires à l'éducation et à la pédagogie. Alors, ça c'est un point. Ensuite, voilà ce qu'il va expliquer, c'est qu'il va y avoir plusieurs naissances. On dit, voilà, il y a la naissance, quand le bébé sort du ventre de la mère. Pour lui, c'est plus complexe que cela. Il explique qu'avant la naissance physique, donc dans le ventre maternel, l'être humain en gestation est entouré de toutes parts par un corps physique, le corps physique de la mère. La naissance physique consiste dans le fait que les influences physiques extérieures remplacent celles antérieures de l'enveloppe matérielle. Donc ça, c'est le principe qu'il va appliquer à chaque plan. C'est au départ, on a comme une gestation in utero, dans un milieu protecteur, que ce soit l'utérus, le liquide amniotique, donc il y a des influences intérieures qui se font jour sur l'embryon, le fœtus, et les influences extérieures, bien sûr, il y en a, mais elles sont filtrées. Et puis, il y a un moment où ce qui était protégé est expulsé. Alors, évidemment, on le voit beaucoup plus clairement avec le corps physique, puisque là, on voit le bébé à un moment donné qui sort. Et là, donc, c'est pas très agréable, vous savez, il crie, il pleure, l'arrivée est un peu violente. Et à partir de ce moment-là, ce bébé va être soumis à des influences extérieures directes. Il n'est plus protégé. Donc ça se comprend facilement. Par analogie, il va utiliser la même vision pour les autres corps, qui, pendant une certaine période, là aussi de 7 ans, va être protégé comme dans une gaine, et à un moment donné, il va être expulsé. Donc, il va falloir travailler 2 choses. Je schématise un peu. Les influences. Quelles influences intérieures, propices, et ensuite, pensez toujours qu'il va quand même y avoir des influences intérieures, et ensuite, quelles influences extérieures les plus favorables, qu'elles soient indirectes ou
directe. Ça va? Hein? L'idée, c'est qu'il y a, pour ces 4 plans, enfin en tout cas les 3 plans, les 3 premiers plans, physique, éthérique et astral, une naissance. Et tout ça ne se fait pas à la naissance physique. Ça se fait à la naissance physique, à 7 ans, à 14 ans. Ce qui va indiquer donc des orientations pédagogiques fort différentes entre 0 et 7 ans, entre 7 et 14 ans, et 14 et 21. Puisque entre 0 et 7, c'est le corps physique qui est soumis aux influences externes, les autres corps sont encore protégés. À 7 ans, c'est le corps éthérique qui est expulsé, donc de 7 à 14, il va falloir beaucoup s'occuper de ce corps-là. Le corps astral est encore protégé, ça va, hein? Et à 14 ans, l'âge de la puberté, c'est le corps astral qui est expulsé. Et donc, de 14 à 21, il ne va pas falloir continuer à faire les mêmes choses. Vous voyez ? Il faut nourrir chaque fois le corps qui est expulsé d'influences directes positives, tout en se préoccupant aussi des autres plans, mais qui, eux, fonctionnent de manière protégée, avec plus de filtres. Ça va ? Alors, ça reprend, mais de manière différente, ce qu'on avait vu avec Maria Montessori sur la théorie des périodes sensibles. On pourrait le dire. Mais là, vous voyez, c'est appuyé sur une vision très précise, hein, de ces différents plans. Donc... Tu peux dire à 7 ans ce que tu expulses. Attends, je vais parler que de ça jusqu'à la fin. Donc, hein, vous voyez, l'image est celle-là. C'est-à-dire un plan protégé qui ensuite va devoir se débrouiller, disons, avec les influences directes de l'environnement. Hein. Donc, le corps physique naît à la naissance, c'est ce qu'on appelle la naissance. Hein. Le corps physique naît à ce moment-là, mais pas encore le corps éthérique ou dynamique, ni a fortiori le corps astral. Jusque vers la 7e année, et il donne un repère qui est l'époque de la seconde dentition, c'est-à-dire lorsqu'on a les dents définitives, que les dents de lait sont tombées, petite souris est passée, hein, vous connaissez. Et donc on a la dentition définitive, donc 7e année, époque de la seconde dentition, c'est à ce moment-là, donc jusque vers la 7e année, le corps éthérique demeure enfermé dans une enveloppe éthérique et dans une enveloppe astrale. Ce n'est que vers l'âge de 7 ans que cette enveloppe éthérique se sépare du corps éthérique. C'est-à-dire que le corps éthérique naît. Donc c'est une deuxième naissance. C'est pour ça que dans certaines traditions, on parle aussi, vous savez, de l'ange gardien, jusqu'à l'âge de 7 ans. Enfin, ensuite, une enveloppe astrale continue à subsister jusqu'à l'âge de la puberté. Alors, le corps astral ou animique se dégage à son tour. C'est le même phénomène qui se répète pour le corps astral. Ce que je viens de vous expliquer, simplement, c'est lui qui l'écrit, hein, qui le dit. Les organes générateurs, les organes de la sexualité, hein, deviennent indépendants car le corps astral émancipé est débarrassé de ses entraves et devient accessible au contact du monde extérieur. Voilà. On a donc 3 naissances successives. Des trois corps. Chaque corps est d'abord protégé comme par une gaine et ne reçoit que des influences internes, jusqu'à ce qu'il se libère et soit soumis à des influences externes directes. Donc, vous voyez, il y a aussi cette idée que pour qu'il naisse, hein, c'est comme le bébé, normalement il y a 9 mois de gestation. S'il y en a 6, 7 ou 8, c'est un peu plus compliqué, parce que ce n'est pas fini. Pour les autres corps, c'est pareil. Il ne faut pas qu'il y ait une expulsion précoce.
Il faut savoir donc, pour l'éducateur, sur quelle partie de la nature humaine il est opportun d'agir à un âge déterminé et par quels moyens cette action s'exerce utilement. De même que la nature pourvoit avant la naissance à l'entourage nécessaire au corps physique, il incombe à l'éducateur, après la naissance, d'organiser le milieu physique désirable. Les fautes d'une éducation négligée pendant cette première période, de 0 à 7, ne pourront pas être réparées ultérieurement. C'est un peu ce qui est confirmé aujourd'hui. On avait parlé un petit peu des neurosciences. Tous mettent vraiment l'accent sur le fait que c'est même pas les 7 premières années, que les 3 ou les 4 premières années sont fondamentales. C'est pas qu'on pourra pas, là il est très radical, ne pourront pas être réparées. Bon, on peut réparer, mais à quel prix ? Beaucoup d'efforts et sans forcément arriver effectivement à avoir ce développement harmonieux qui est recherché par Steiner. C'est pour ça que l'éducateur doit être vraiment profondément formé. Et il y a des formations très longues d'ailleurs pour les éducateurs Steiner, parce que c'est pas simplement l'intuition, c'est pas simplement l'observation, c'est aussi le fait de bien savoir qu'est-ce qui est à nourrir, qu'est-ce qui est à protéger. De ne pas surnourrir, de ne pas surprotéger et de travailler sur les bons plans. C'est aujourd'hui, je pense à cet exemple, on dit que la puberté est de plus en plus précoce. Lui, il le situe à 14 ans, c'est peut-être que on n'a pas bien protégé ce corps astral jusqu'alors, et qu'il sort peut-être de manière prématurée. Il faudrait mettre le corps astral en couveuse. Donc c'est pas Steiner qui a dit ça, c'est moi. Bon, ça va ? Donc c'est très précis et en même temps très exigeant pour l'éducateur, parce que bien sûr il va y avoir un plan scolaire avec discipline, et après il faut adapter évidemment sur le terrain, sachant qu'il n'y a pas 2 enfants identiques. Donc ça nous donne une pédagogie, et là c'est différent de la pédagogie Montessori. Parfois dans les classes on mélange les âges parce que justement elle considérait que c'était bien que les plus anciens aident les plus jeunes. Là c'est très très différent, c'est vraiment par âge, c'est séparé par âge. Chaque année il y a une classe différente, même s'il y a cette vision très importante d'une continuité d'enseignement. C'est pas les éducateurs changent, mais il y a vraiment la vision d'une continuité jusqu'à 21 ans en fait. Alors, donc, des périodes de 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la pause, là, maintenant, avant de commencer ? Oui ? Oui, Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet des outils pédagogiques. De la naissance à l'âge de 7 ans, donc tout ce qu'on appelle l'école maternelle. Il y a 2 maîtres mots, explique Steiner, 2 maîtres mots, imitation et modèle. Donc de 0 à 7 ans. 2 mots magiques indiquent la nature des rapports de l'enfant avec son entourage physique. Ces mots sont imitation et modèle. C'est lui-même qui dit qu'Aristote a dit de l'homme qu'il était le plus enclin à l'imitation. Il n'est pas d'âge, écrit Steiner, il n'est pas d'âge de la vie auquel ce mot s'applique mieux qu'à l'enfance, jusqu'à la seconde dentition. Ce que je disais, donc 7 ans, la dentition définitive. L'enfant imite les faits et gestes de son entourage, et ses organes physiques adopteront les formes qui leur resteront par la suite. Ça va très loin.
Le terme entourage physique s'entend dans le sens le plus étendu. Il implique non seulement les incidents matériels qui surviennent en présence de l'enfant, mais tout ce qui se déroule dans son entourage, ce qui peut être perçu par ses sens et ce qui, d'un point quelconque de l'espace physique, peut agir sur les forces de son esprit. Dans cet ordre de faits se classent également toutes les actions morales et immorales, sensées ou insensées, dont l'enfant est témoin. Et il continue, ce ne sont pas des aphorismes moraux, ce ne sont pas des exhortations raisonnées qui assurent l'orientation de l'enfant dans le sens indiqué, mais ce sont les actes des grandes personnes qui se déroulent visiblement sous ses yeux. Puisqu'il va imiter tout ce qu'il voit. Donc, vous imaginez, là, ce n'est pas simplement le rôle de l'éducateur, mais l'environnement familial qui est évidemment crucial et qui doit être cohérent avec ce que l'enfant vit à l'école. On avait déjà évoqué ce problème la dernière fois, c'est-à-dire pour la pédagogie Montessori. C'est-à-dire, si les parents mettent leur enfant à l'école Montessori pour qu'il y ait des principes montessoriens, mais qu'à la maison, on punit, on donne des récompenses, ce qui est contraire à la pédagogie Montessori, bon, il y a un manque de cohérence et de pertinence. Bon, là, évidemment, c'est peut-être encore plus flagrant. Donc, on ne raisonne pas, on n'explique pas, ça sert à rien, ou ça sert peu. Il faut surtout donner de bons exemples. Ce sont les actes qui sont importants. Par contre, les enseignements, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais agissent sur le modelage du corps éthérique. Celui-ci est pourvu d'une gaine éthérique le protégeant. Tout ce qui, dans le corps éthérique, doit se développer avant la 7e année, en fait d'idées, d'habitudes, de mémoire, se développera spontanément, comme les yeux ou les oreilles se sont développés à l'intérieur du corps maternel, sans le concours de la lumière extérieure. Ça, c'est une très très belle image. Même que les yeux, les oreilles se développent in utero, sans qu'il y ait la lumière, eh bien, c'est pareil pour les autres corps. Pendant que le corps physique va imiter ce qu'il voit, ce qu'il entend, le corps éthérique, lui, va se nourrir et va se développer, mais protégé, de manière protégée. Un exemple mettra en relief ce point important. Alors, je vais vous donner l'exemple parce que il est intéressant, c'est l'exemple du jouet, puisque c'est bientôt Noël, et donc on va commencer à se poser la question sur quel jouet acheter au bambin. On peut confectionner une poupée en roulant une vieille serviette, en fabriquant avec 2 bouts de cette serviette des jambes, des bras, avec 2 autres bouts la tête, avec un nœud, et en figurant avec des taches d'encre les yeux, le nez et la bouche. On peut aussi acheter ce qu'on appelle une belle poupée avec de vrais cheveux et des joues peintes et la donner à l'enfant. L'enfant, ayant devant lui la serviette enroulée, devra compléter ce tableau dans son imagination pour transformer cet objet en un être humain. Ce travail de l'imagination active et dirige l'élaboration des formes du cerveau. Celui-ci s'épanouit et se développe comme se tendent et croissent les muscles de la main qui s'exercent. Si l'enfant reçoit une belle poupée, l'activité du cerveau s'assoupit. Il se dessèche et dépérit au lieu de se déployer. Donc là, c'est un exemple d'un jouet qu'on donne à un enfant, disons, de moins de 7 ans, mais sur lequel on est déjà conscient du développement de l'imagination, qui est normalement ce qui se développe entre 7 et 14. Mais il faut prendre les devants. Vous comprenez que ces périodes, c'est pas au couteau, c'est-à-dire il y a
ce qui est influence directe et ensuite les influences indirectes sur les autres plans. Donc, il ne faut pas attendre 7 ans pour travailler l'imagination ou la mémoire, il faut le faire avant, mais d'une autre manière. Et donc là, vous voyez, il y a les jouets vivants et les jouets mortifères. Si les hommes pouvaient, comme le peut l'occultiste, contempler un instant le cerveau en voie de formation, ça c'est ce qui est en train de se faire avec les neurosciences, ils ne donneraient plus à leurs enfants que des jouets propres à entretenir, à stimuler l'activité qui façonne le cerveau. Tous les jouets qui consistent en des constructions mathématiques inertes ont une action déprimante et pernicieuse sur les forces formatrices de l'enfant. Au contraire, tout ce qui introduit la vie dans les représentations agit de façon bienfaisante. Notre époque matérialiste ne produit que peu de bons jouets. Quel jouet sain, par exemple, que ces deux forgerons placés face à face, qui, au moyen de 2 morceaux de bois mobiles, forgent alternativement un objet à grands coups. Bon, je pense que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. On peut encore rencontrer ces jouets dans les campagnes. Les livres d'images dont les sujets peuvent être mus par des fils sont aussi excellents qu'ils permettent à l'initiative de l'enfant de transformer l'image morte en une scène animée. Et ça, c'est quelque chose que moi j'avais vu dans un autre courant pédagogique, mais qui est par exemple les livres de contes. De préférer d'abord lire les contes à voix haute plutôt que de donner des livres de contes, mais surtout pas trop illustrés, parce que l'illustration fige. Et il faut pouvoir laisser l'enfant imaginer. C'est pour ça que la lecture est meilleure. Parce qu'au moins l'enfant se fait son récit, il est acteur. Et ça, c'est très important pour les fameuses connexions neuronales, dont on sait aujourd'hui, ça c'est intéressant avec les neurosciences, que les circuits qui sont utilisés s'approfondissent. Les circuits neuronaux, avec les synapses, qui ne sont pas utilisés, dépérissent. Et ils dépérissent, c'est fini après. Donc, il faut être très conscient de ce qui permet à quel circuit. Et c'est vrai qu'une poupée, une très jolie poupée, c'est super, on va jouer avec, mais il n'y a pas de création à proprement parler. Tous ces objets créent une activité intérieure des organes. Cette activité leur confère la forme la plus opportune. Alors, ça, c'était le petit exemple du jouet. Donc, qu'est-ce qu'on fait de 0 à 7 ans, sachant que, comme dirait Montessori, parce que là c'est un peu pas, l'esprit absorbant de l'enfant. L'enfant imite les modèles qu'il voit autour de lui. Durant cette période, il faut s'appliquer à satisfaire les appétits naturels vers la joie et le bien-être. La joie est une énergie qui provoque l'épanouissement le plus heureux de la forme physique des organes. Sérénité souriante des visages, affection loyale et spontanée, tendresse. Ça, c'est la fameuse bienveillance, dont on parle aussi dans les autres pédagogies alternatives, la fameuse fabrication de l'ocytocine. Donc, toucher, embrasser, prendre, ce qui est aujourd'hui un peu interdit, mais c'est ça qui fait du bien. Ça génère cette fameuse hormone entre guillemets, de la joie, du bien-être, qui est l'ocytocine. C'est valable aussi pour les adultes. On peut compenser, ça n'a pas eu assez. Se toucher, se faire des câlins, se faire des bisous, ça est très bon pour l'ocytocine. Comme l'enfant est imitateur, il peut par exemple reproduire des signes de l'écriture, alors ça c'est très important, il peut par exemple reproduire des signes de l'écriture, mais n'apprendre que plus tard leur signification. Parce que parfois on entend, on lit, mais il n'y a pas d'apprentissage scolaire, par exemple de l'écriture d'ailleurs, avant 7 ans. C'est pas tout à fait exact.
il y a le fait de reproduire des signes, ou de toucher, comme avec la pédagogie Montessori, toucher des signes de l'écriture, et comprendre ce que ça signifie. Ça peut se faire plus tard. Mais déjà, le toucher, l'apprentissage peut se faire entre 1 et 7 ans. L'imitation relève de la période de développement du corps physique, tandis que le sens des lettres, qu'est-ce que ça signifie, se rapporte au corps éthérique. Donc, pour lui, apprendre la signification des lettres ou des mots, apprendre à lire ou à écrire avant 7 ans, n'est pas favorable, parce que tout ce qui a trait au sens, à la signification, n'est pas là. Donc, on va forcer l'enfant à faire appel à une potentiel d'intelligence ou de jugement ou de compréhension, et c'est trop tôt. Alors là-dessus, il y a vraiment une grande différence avec justement la méthode Montessori, où là, elle dit qu'il y a une période sensible vers 3-4 ans. Bon, là, moi, je peux rien dire. Je vous explique le substrat théorique. Après, il y a des visions différentes. On ne devrait agir sur ce dernier, c'est-à-dire sur le corps éthérique, qu'après l'âge de 7 ans, lorsque son enveloppe éthérique extérieure se sera détachée. Il faudrait n'enseigner aux enfants à parler qu'en utilisant leur instinct d'imitation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas parler, évidemment, répéter des mots, toucher les lettres, faire plein de choses, mais sans chercher trop tôt à comprendre ce qu'ils disent ou ce qu'ils touchent. C'est par l'oreille qu'ils s'instruisent le mieux. Toutes les règles et méthodes artificielles ne valent pas grand-chose. Donc là, c'est sûr qu'il est en opposition avec... Pendant les premières années, il est important que des moyens d'éducation, tels que les chansons enfantines, fassent sur les sens de l'enfant une belle impression rythmique. Donc là, c'est les comptines, les chansons que l'enfant répète, dont il s'imprègne et dont il apprend pas la signification des paroles. Ça, c'est tout à fait prématuré, mais le rythme. Et c'est ça qui va donner les bases de l'eurythmie. Il faut attacher moins de valeur au sens des paroles qu'au charme de la mélodie. Plus une impression produite sur l'œil ou sur l'oreille aura de grâce et de fraîcheur, mieux elle agira. Il ne faut pas méconnaître, par exemple, la puissance créatrice qu'exerce sur les organes des pas de danse scandés selon un rythme musical. Donc, dans la période 0-7 ans, l'eurythmie fait partie intégrante de la pédagogie. L'eurythmie est pratiquée en liaison avec l'élément musical. L'enfant court en décrivant des formes géométriques et graphiques simples sur des motifs musicaux. C'est une sorte de danse, d'expression sur une musique. Évidemment, soigneusement choisie. C'est-à-dire une musique harmonieuse qui éveille le sens du beau et d'un rythme qui soit harmonieux. Ce faisant, on attache de l'importance à ce que l'enfant ressent dans tout son corps la différence entre une ligne droite, par exemple, et une courbe. Les mouvements des bras correspondant aux voyelles et aux consonnes sont bien déjà exécutés, mais plutôt par imitation et comme par jeu. Ces mouvements sont combinés dans de petites poésies ou des jeux inspirés de contes et basés sur les rythmes et les rimes. On cultive aussi la marche sur les rythmes poétiques, les syllabes longues marquées par de grands pas, les brèves par de petits pas. Pour aider l'enfant à bien entendre, on le fait s'exercer à des rythmes simples, apparentés à ceux des vers, en tapant dans les mains en même temps qu'il court. Bon, ça c'est le texte de Steiner, qui donne des préconisations sur qu'est-ce que c'est que l'eurythmie dans ce petit âge. Après, dans le plan scolaire, chaque année, on complexifie un petit peu, mais c'est ça l'idée de base. Donc, modèle et imitation, c'est les deux maîtres mots. Ensuite, de 7 à 14 ans, deux autres maîtres mots, mémoire et imagination.
mémoire et imagination. À l'âge de 7 ans, le corps éthérique se dépouille de son enveloppe éthérique et inaugure ainsi la période accessible à l'éducation extérieure. C'est-à-dire que là, on est conscient que le corps éthérique est nu, quoi. Enfin, il n'a plus sa gaine protectrice, donc il va y avoir des influences directes qui vont pouvoir se faire. Il faut à ce moment recourir à des forces qui, du dehors, peuvent agir sur le corps éthérique. Son édification et sa croissance signifient développement et évolution des inclinations, des habitudes, de la conscience morale, du caractère, de la mémoire et du tempérament. Donc ce corps éthérique, il va être impressionné par des images, par des exemples et par la discipline de l'imagination. Donc, là on travaille vraiment sur 2 facultés de l'âme qui sont vraiment essentielles. La mémoire, mémoriser, mais là c'est pareil, c'est pas forcément mémoriser en comprenant, mais mémoriser et imaginer. Si jusqu'à 7 ans, il faut fournir un modèle physique qu'il puisse imiter, de 7 à 14 ans, il faut entourer l'enfant d'éléments dont le sens profond et la portée intime puissent guider son âme. C'est l'âge de l'opportunité de l'image et du symbole. C'est-à-dire là, 7 à 14, c'est là où il faut raconter, faire travailler cette imagination créatrice avec, alors il dit, des contes, les héros de l'histoire, les récits tirés de la vie des grands hommes ou de femmes dignes de servir de modèle doivent déterminer la conscience, la direction de l'esprit. Donc toujours des modèles, mais là tirés de l'histoire, tirés des contes, toujours des modèles positifs à imiter, à mémoriser et sur lesquels on peut aussi faire fonctionner son imagination. Ce ne sont pas des conceptions abstraites dont l'enfant se nourrit, mais d'éléments qui parlent à la sensibilité de l'âme. Donc, pas de conceptualisation à cet âge-là, 7-14. Pas d'abstraction, pas de grands concepts. Le corps n'est pas prêt à cela. Par contre, par l'imagination, par la mémorisation, construire le corps éthérique. Vous voyez, il y a toujours cette idée. On construit un corps et évidemment en s'attachant aussi au plan plus élevé. Est-ce qu'il se peut que certains soient en avance et donc on demande? Oui, ça j'imagine. Mais là, il faut essayer de comprendre pourquoi. Oui. Alors c'est sûr que si dans la famille, on conceptualise, on raisonne, on essaie d'éveiller l'esprit critique, du jugement. Là, ça court-circuite, parce que l'enfant il y a l'école, mais il y a aussi tout l'autre environnement. Donc ça peut aussi créer des perturbations. Oui, ça peut parasiter. À côté de ces autorités vivantes, de ces incarnations de la force morale et intellectuelle, doivent se ranger les autorités du domaine de l'esprit, les héros de l'histoire, les récits tirés de la vie des grands hommes et des femmes dignes de servir de modèle, doivent déterminer la conscience. Plus tard seulement, les principes moraux abstraits pourront jouer leur véritable rôle lorsque le corps astral à la puberté aura émergé de l'enveloppe astrale. Donc, il y a tout ce que l'on fait pour engranger des expériences qui pourront être comprises plus tard. Alors là, ça demande un lâcher-prise important. Parce que nous, on aime bien comprendre avant de faire. Là, on demande de faire avant de comprendre. Alors l'enfant, il peut être satisfait de cela, les parents, pas forcément. Il importe tout particulièrement de diriger l'enseignement de l'histoire dans un sens conforme à ses points de vue. Avant l'âge de 7 ans, les anecdotes, les contes n'auront d'autre but que de répandre de la joie, de la fraîcheur, de la gaieté. Après cette période, donc de 7 à 14, il faudra par le choix des récits s'efforcer en nous de présenter à l'âme de l'enfant des images de la vie qui l'incitent à l'émulation.
Les représentations imagées, les évocations symboliques permettent aussi à l'enfant d'assimiler les mystères de la nature, les lois de la vie, sous forme de symboles, plutôt qu'à l'aide des conceptions abstraites et arides du raisonnement. Vous voyez, là, il y a tout un travail sur ce qu'on dirait aujourd'hui un peu l'hémisphère droit du cerveau, et pas d'hypertrophier trop vite l'hémisphère gauche, qui est source du jugement critique, de la raison, et du langage articulé, où on dit un mot après l'autre. C'est mieux. Alors que le langage symbolique lui permet d'appréhender les choses dans leur synchronicité, dans leur totalité. Le langage symbolique ne fonctionne pas de la même manière que le langage verbal. Voilà. La mémoire est une faculté de l'âme digne d'une attention toute particulière à cette période. Par exemple, il pourra assimiler la table de multiplication au moyen de la seule mémoire. Et après, un peu plus tard, il comprendra ce qu'il a fait à ce moment-là. Ensuite viendra la période de l'intelligence. La période de l'intelligence, il la situe entre 14 et 21. Donc, ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas intelligent avant, mais que ses facultés de raisonnement, de jugement, d'esprit critique vont véritablement se développer à partir de 14 ans. C'est pour ça qu'il y a aussi la crise de l'adolescent, qui est positif à cet âge-là, parce que il a besoin d'exercer justement son jugement, son esprit critique, de s'opposer aux parents. C'est très positif. Mais c'est mieux que ce soit à 14, 15, 16, 30 ou 40, quoi. Enfin, ou jamais. Ou jamais. L'assimilation par la seule mémoire d'événements historiques doit précéder la compréhension de ceux-ci à l'aide de la pensée. Et là, il dit quelque chose de vraiment important. Plus les matériaux assemblés par l'enfant seront abondants au moment où s'en emparera la raison, mieux cela vaudra. On nourrit pour qu'il y ait des matériaux disponibles sur lesquels ensuite il pourra appliquer son jugement, son raisonnement. La culture du sens esthétique et l'éveil de l'intérêt pour les productions artistiques joueront un rôle essentiel. Là, c'est tout ce qui peut favoriser le sens du beau, du rythme, du beau. Donc, pour ça qu'il va y avoir plein d'activités artistiques, manuelles, pour vraiment sensibiliser au beau. La gymnastique et les exercices corporels permettront également d'éprouver en lui-même la sensation de son développement. Donc là, il y a toujours de l'eurythmie, mais qui devient un peu plus complexe. C'est toujours le rythme musical, le corps qui s'exprime en harmonie avec ce rythme, mais avec des constructions un peu plus complexes, puisque, bon, je ne développe pas trop, les exercices en groupe aussi, cultivant le sens social, sont maintenant plus nombreux et pratiqués plus intensément. Donc, par exemple, dans l'eurythmie, la danse des planètes, les formes en spirale. Vous voyez, des choses, au début c'était ligne droite, ligne courbe, là on commence à faire des choses plus complexes, des spirales. Lorsque des légendes héroïques anciennes sont étudiées dans la langue maternelle, des exercices peuvent être empruntés à des épopées retraçant ces légendes. C'est-à-dire, on fait de la théâtralisation, on représente des textes et on fait preuve donc d'imagination, parce qu'on ne reste pas collé au texte, mais on fait preuve d'imagination créatrice. Les mouvements rythmiques qui correspondent aux sons et aux intervalles aident très efficacement à former et affiner l'oreille. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a tout un apprentissage de l'écoute musicale pour qu'ensuite l'adulte prenne un plaisir, enfin plus qu'un plaisir, mais vive la musique de l'intérieur. Parce on lui a appris, il a appris à écouter la musique. Et pas la comprendre, mais à la ressentir, à la vivre vraiment de l'intérieur. Et là, c'est vraiment une nourriture de l'âme essentielle. Bon, c'est vrai d'autres arts, mais là, il va beaucoup insister sur l'art musical.
De 14 à 21, là, on passe à l'abstraction, jugement et intelligence. Abstraction, jugement, intelligence. À l'âge de la puberté, naît le corps astral. Vous voyez, il était là avant, mais protégé. Là, il naît. Sa périphérie, à présent accessible, pourra accueillir les éléments extérieurs propres à développer les représentations abstraites. Là, oui, représentation abstraite, donc conceptualisation, jugement, intelligence. Jusqu'alors, ces facultés de l'âme doivent se développer à l'abri de toute influence, tandis que l'éducation accomplit une autre tâche. Donc, ce qui me semble important, c'est de ne pas voir ces périodes comme des tranches de saucisson, en disant on s'occupe que de ça, on s'occupe de tout, mais de manière différenciée. Soit de manière directe, soit pour nourrir, engranger des matériaux qui seront utilisés plus tard. C'est subtil, hein? Voilà. La puberté inaugure l'époque où le jeune est en mesure de juger par lui-même les choses qu'il a préalablement apprises. Donc, inutile de demander avant 14 ans, disons, ce qu'un jeune pense de quelque chose. Bon, vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui elle est complètement en opposition avec ça. C'est pour ça qu'il y a toujours ces questions, oui, mais alors, est-ce qu'on n'en fait pas des inadaptés, quoi, ces enfants qu'on met dans des écoles alternatives, parce qu'après, ils seront bien obligés de revenir dans le système. Alors, en fait, je crois que non, parce que c'est suffisamment quand même ouvert pour permettre l'adaptation. Et ce que l'on voit, des résultats ensuite quand ils passent le bac, parce qu'ils vont passer quand même le bac, il y a des taux de réussite aussi bons, voire meilleurs qu'avec l'éducation classique. Parce que justement, il y a une ouverture, il y a un épanouissement, il y a une adaptabilité peut-être sur lesquelles on a plus insisté que... Alors en France, peut-être, c'est toujours l'allemand. Moi, je peux vous dire qu'en Allemagne, en Suisse, où c'est totalement intégré dans l'éducation, c'est toutes les couches y sont représentées. Et bon, voilà. C'est payant en France. Oui, c'est payant. Alors c'est aussi adapté aux moyens des parents. Donc, bon, ça fait partie. C'est pas entièrement faux, c'est vrai que ça peut paraître un peu bobo de mettre ses enfants en Montessori ou Steiner. Je crois qu'il faut aller au-delà du cliché. C'est aussi parce que c'est rejeté par l'éducation nationale que c'est comme ça. Il faut aussi savoir que les éducateurs sont pas très bien payés. Et que, comme je disais pour les éducateurs montessoriens, c'est quand même un sacerdoce. Parce que, justement, on peut beaucoup moins s'appuyer sur un programme qu'on fait un petit peu pour tout le monde, pour tous les enfants pareil. Là, il y a quand même une observation, il y a tout un travail extra-scolaire qui fait qu'on essaie d'apporter vraiment le meilleur à chacun. Est-ce qu'on peut intégrer à différents moments, si on n'a pas commencé tout de suite? Par exemple, ah oui. Vous avez maintenant, alors sur Steiner beaucoup moins, mais vous avez maintenant beaucoup de documentaires sur Montessori, Freinet, à Vitrolles. Là, il va y avoir au Cinéma des Lumières, je ne sais pas si vous connaissez, le Cinéma des Lumières à Vitrolles, 15 jours pour montrer le film Être plutôt qu'avoir. C'est un documentaire de plus sur les pédagogies alternatives. Malheureusement, il n'y a pas Steiner. Il est encore vraiment mis à l'index. Et la plupart des documentaires qu'on a aujourd'hui pour montrer de l'intérieur comment ça se passe et pour démystifier aussi un certain nombre de choses, c'est Montessori, c'est Freinet, c'est plein d'autres expériences, mais pas toujours Steiner. C'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur cette période? On ne peut juger
avant d'avoir réuni les matériaux qui se combinent en comparaison, en conclusion. Pour acquérir le droit de penser, il faut avoir appris à respecter les pensées de ceux qui nous ont précédés. Il faut étudier, quoi. Il faut connaître les pensées de ceux qui nous ont précédés avant de juger, avant d'apprendre ce fameux esprit critique dont nous sommes si fiers, mais qui est parfois utilisé de manière soit prématurée, soit plus pour dénigrer que pour, disons, embellir. Le jeune doit être pénétré du désir d'apprendre d'abord et de ne juger qu'après. La raison ne doit se prononcer que lorsque toutes les autres facultés de l'âme ont parlé. Donc, vous voyez, toutes ces facultés d'imagination, de créativité, de rythme, de sens du beau, tout ça doit être développé avant de raisonner. Il faut éviter qu'une conclusion prématurée ne fasse prendre un parti. Semblable orientation exige des professeurs et des éducateurs un tact infini. C'est avoir une qualité d'observation et de doigté, tact vraiment important. Oui. Une condition doit être remplie, ceci dit, pour réaliser ce type d'éducation, il faut que disparaissent les préjugés que rencontre la science spirituelle. Ceux qui l'étudieront sérieusement reconnaîtront qu'elle n'est pas cet entassement d'extravagance qu'ils supposaient. Et là, on est en plein dans la réalité, parce que vous avez parlé là, du procès qu'on a fait à Françoise Nyssen, par rapport à son école Montessori, dans lequel se seraient infiltrés des éducateurs steinériens. C'est absolument incroyable, les extravagances qui ont été dites là-dessus, parce que on ne connaît pas. On ne connaît pas. Et donc, voilà, il faut, comme les enfants ou les adolescents, il faut connaître avant de juger. Alors, donc, quelques autres éléments pour récapituler un peu. Un élément est très important, c'est l'unité des cycles d'enseignement pour réussir. C'est-à-dire, il y a une organisation des écoles qui est de la maternelle au lycée. Alors, avec chaque année, des professeurs qui peuvent être différents, un enseignement différent, ça c'est différent de Montessori, qui établit les bases de la continuité, c'est-à-dire les élèves peuvent être suivis, en tout cas par les responsables des écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Et ça permet de bien suivre le développement, enfin l'épanouissement de l'enfant, les problèmes qu'il peut y avoir, parce que c'est pas qu'il n'y a pas de problème, il ne s'agit pas d'avoir une vision idyllique, il peut y avoir des problèmes, mais il y a une continuité, sauf en cas de déménagement, bien sûr. Donc, base de la continuité, élément essentiel de la progression harmonieuse de l'élève et du traitement préventif de l'échec scolaire. C'est-à-dire que là, il y a des signaux d'alerte en cas éventuellement échec scolaire et donc des mesures qui sont prises. Elle évite les ruptures aux étapes de plus grande fragilité de l'enfant. L'entrée en scolarité, l'entrée au collège. Et on connaît tous les affres de ces passages, de ces ruptures, quand on rentre dans la grande école, quand on rentre au lycée, avec plein de professeurs différents, des matières un peu coupées. C'est une grande source d'anxiété et de stress. En plus, évidemment, de la compétition qui n'existe pas dans les écoles steiniennes, parce qu'il ne s'agit pas d'être en concurrence avec qui que ce soit. L'important, c'est le développement de l'enfant. Donc, on a le jardin d'enfants ou l'école maternelle, qui est où on offre à l'enfant la possibilité de vivre des expériences multiples et riches à travers le jeu. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de jeu que Montessori rejetait en disant les écoles, on ne joue pas, on travaille. C'est notre manière de dire. Là, oui, il y a le jeu, les contes, les rondes, les mouvements, les rythmes, les couleurs, les sons. Bon, vous avez compris aussi, comme dans les écoles Montessori, qu'on accorde beaucoup d'importance à la beauté de l'environnement.
des couleurs, hein, tout ça doit être chaud, gai, léger, et aussi au toucher, hein, toucher les choses. Le chant, cela favorise un développement harmonieux des facultés préliminaires, la spatialisation aussi, tout le travail dans l'espace. Et ça, bon, on avait évoqué ça la dernière fois, où c'est un aspect très important, spatialisation, de s'orienter dans l'espace, en fonction de la musique, les yeux ouverts ou les yeux fermés, quelque chose qui, si ça n'est pas développé à ce moment-là, peut ensuite être très complexe à récupérer. Ça va permettre aussi d'installer toutes ces facultés avec plus de sécurité et de profondeur. Ce qui ressort aussi de ces expériences alternatives, c'est en tout cas le souhait de plus de sérénité, de confiance. Normalement, les enfants, les ados ont plus confiance en eux, parce qu'ils ont pu expérimenter ce dont ils sont capables, y compris dans des activités manuelles, très, très concrètes. Ce qui manque souvent, hein, manque de confiance, d'estime profonde de soi. Les classes primaires, donc les apprentissages proprement scolaires, on va dire, donc la lecture, l'écriture, commencent vers l'âge de 7 ans. Un même professeur principal, assisté de professeurs spécialisés. Alors ça, je ne sais pas si ça se fait dans toutes les écoles, mais il y a vraiment un professeur principal qui est le garant du lien avec les parents, et qui est assisté de professeurs spécialisés en langue, art, activités manuelles, sport, etc., et qui prend en charge une classe d'âge pendant toute la durée du cycle primaire. Il y a des référents qui restent identiques. On ne change pas de professeur principal chaque année. Donc ça aussi, c'est pour la sécurisation, pas la surprotection, mais la sécurisation de l'enfant. Qui sait qu'il y a un processus. Vous voyez, cette idée qu'il y a un processus évolutif inexorable, et donc à chaque classe, ses exigences. L'enfant fait d'abord les choses avant de les aborder par l'abstraction. Ça, c'est ce qu'on va retrouver avec John Dewey aussi, hein, parce qu'il y a quand même des points communs. Learning by doing, on apprend en faisant. Donc on fait d'abord, on comprend ce qu'on fait ensuite. Le secondaire, l'adolescent peut progresser maintenant vers l'abstraction, développer un jugement réellement autonome. Toutes les matières sont enseignées dans l'optique d'un éveil aux problèmes du monde actuel et à la responsabilité de l'homme en tant qu'acteur dans le monde. C'est-à-dire que là, ils ont un exemple de quelqu'un qui a apporté des choses concrètes. Donc, ce n'est pas du tout la fermeture, hein, dans une bulle où l'enfant serait complètement sorti du monde réel, pas du tout. Éveille aux problèmes du monde actuel et à la responsabilité de l'homme en tant qu'acteur dans le monde. Vous voyez, c'est la notion, on sort de là, on a envie de s'impliquer, de s'engager dans le monde. Alors, que vous dire? Parce que je voudrais finir pas trop tard, parce que ils vont partir. Similitude, puisqu'on a vu Montessori la dernière fois, similitude entre Montessori et Steiner, donc vous les avez vus, hein. Un enfant vu comme un individu à part entière, c'est-à-dire un respect de l'enfant sans le voir forcément comme le futur adulte. Un respect profond de cette période de l'enfance ou de l'adolescence, vu comme un être spirituel et créatif. C'est vrai aussi, hein, chez Montessori, on en avait largement parlé, Maria Montessori était une chrétienne, hein, et elle avait même mis en place des petits rites chrétiens pour les enfants. Là, c'est plus la perspective du christianisme cosmique, mais ça se relie un peu, puisque c'est l'idée d'un rite chrétien, mais qui n'est pas que chrétien, mais qui touche à l'universel, hein, pour Montessori. Et là, bien sûr,
Avec Steiner, c'est le côté cosmique. La pédagogie est centrée sur les besoins de l'enfant. L'enfant est éduqué le plus possible loin du stress de la vie moderne et les pédagogies ne font pas intervenir de technologies comme l'ordinateur, ou les tablettes ou la télévision. Là, on essaie de les protéger au maximum de cela. Et j'ai vu un documentaire sur une école Steiner où les ados, ou les enfants même, arrivaient avec leur portable, on les mettait dans une boîte fermée à clé et ils récupéraient leur portable en fin de journée. Et ils étaient très heureux. Et c'est presque à peine s'ils l'utilisaient chez eux. Sauf s'ils voyaient leurs parents. Bon, bref. Une éducation holistique, c'est-à-dire globale, sur les 3 plans, et une place importante à l'environnement naturel, à sa beauté. Quand on parlait des jouets tout à l'heure, des objets, des jouets en matière naturelle, noble, vivante. Donc, et les activités créatives artistiques sont mises en avant, encore plus peut-être chez Steiner que chez Montessori. Donc là, il y a par contre des différences. C'est vrai que pour les parents qui se demandent quelle école alternative choisir, il y a des différences. Chez Steiner, aucune connaissance académique n'est vraiment enseignée avant l'âge de 7 ans. Donc là, il faut gérer le stress des parents qui ne voient pas leurs enfants lire, écrire de manière précoce. Et par contre, ils sont invités à créer, à célébrer des fêtes, à écouter des contes. Et les leçons sont en général orales, avant l'âge de 7 ans. Donc là, il y a des différences. Et dans les écoles Steiner aussi, il est souligné que le maître a un rôle relativement traditionnel, c'est-à-dire quand même d'une autorité qui est au service de l'enfant et des besoins de l'enfant, mais quand même qui représente un peu un modèle. Chez Montessori, on avait vu, l'éducateur est beaucoup plus un médiateur, un facilitateur, un observateur, mais n'a pas cette figure d'autorité. Et surtout, ce qui est différent, c'est le plan scolaire par année chez Steiner, alors que à Montessori, il peut y avoir des classes d'âge qui sont ensemble pour provoquer une synergie ou des aides réciproques. Voilà. Je suis à l'heure. Ça va? Bon, alors, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire. Il y a quelque chose d'intéressant sur le rythmie que je vais expliquer. Comment le rythmie, puisque l'art de l'eurythmie c'est quand même très spécifique à la pédagogie Steiner, comment le rythmie évolue en fonction des âges. On ne va pas à 14 ans ou à 21 ans faire les mêmes comptines qu'à 5. Et là, par exemple, entre 7 et 14, il explique, ça c'est lui qui l'explique, dans la langue maternelle comme dans les langues étrangères, la pratique bien conçue de la grammaire aide à prendre conscience des lois du langage. En eurythmie également, on pratique les éléments du langage par des formes qui leur correspondent. Celles qui correspondent aux verbes et aux substantifs sont courues dans l'espace. Donc, en fonction de ce qu'on entend, si c'est des mots ou des verbes, le pas, la gestuelle sera différente. Celles qui correspondent aux verbes et aux substantifs donc, sont courues dans l'espace. Une ligne droite courue en avant fait naître un sentiment différent de celui qui correspond à la ligne courue à reculons. Courir à reculons, ça c'est hyper important. Un arc de cercle s'arrondissant vers l'avant, un autre que celui d'un arc de cercle s'arrondissant vers l'arrière, etc. Ces formes expriment ce que chaque mot de la langue contient d'essentiel. Elles permettent à l'enfant de le saisir, non seulement avec sa tête, mais avec son sentiment et sa volonté. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trop développé, mais la notion de volonté fait aussi partie des facultés de l'âme qui est extrêmement mise en avant dans la pédagogie. À partir de quel âge
Ça, c'est d'accord. À partir de quel âge la volonté? Si vous avez développé, demandé la volonté? Alors, je dirais depuis le début, mais avec des formes différentes. C'est-à-dire, par exemple, dans le toute première période, il s'agit de stimuler peut-être la volonté d'imiter. C'est-à-dire, par le modèle, voilà, ça va peut-être inciter l'enfant à imiter le modèle, donc à mettre inconsciemment sa volonté d'imiter. Et après, de plus en plus direct, par exemple les exercices corporels. Les exercices corporels mettent en place évidemment la volonté, parce que j'imagine que le matin, peut-être, ils ont envie de faire autre chose. Et puis, tous les récits sur les héros de l'histoire ou les héros mythologiques éveillent aussi cette volonté. Volonté de se dépasser, volonté de faire preuve de courage, toutes les qualités positives de l'âme. Et après, la volonté, c'est la volonté de comprendre, d'analyser, de conceptualiser, qui n'est pas forcément non plus très, très, très naturelle. Donc, la volonté, elle s'exprime de manière différente à chaque âge. Naturel en fonction de cette vision de la naissance. Et demander de faire preuve de volonté avant 7 ans par une sorte de leçon de morale, en disant il faut que tu sois comme ça, ou sinon tu seras puni. Ça, c'est totalement contre-performant. Donc, comment éduquer la volonté? Par le modèle, par l'imitation, par la mémoire, l'imagination, et ensuite par l'intelligence. Et ça se relie. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à la volonté? Ça suffit, hein? Ça fait beaucoup déjà. Comme dirait Steiner, il faut connaître tout ça, mais l'essentiel, c'est quand même de l'appliquer et de faire de cette science spirituelle un art. Un art, c'est-à-dire que les éducateurs sont des artistes, les enfants, les adolescents, ce sont des artistes. Artiste de sa vie. Enfin, je trouve ça très, très beau parce que d'être artisan, créateur, artiste de... oui, co-acteur, coproducteur de sa vie. Et ça peut donner une vraie maturité à la fois affective et mentale. En tout cas, c'est l'objectif. Alors après, comme je disais la dernière fois, et pour Montessori, c'était pareil. Tous ces pionniers ont expliqué leur vision et des grandes orientations en disant c'est pas dogmatique, c'est pas coulé dans le bronze. Après, ça doit évoluer. Donc forcément, des pédagogies évoluent. Et peut-être plus que dans l'éducation classique, ça repose sur la qualité des éducateurs, qualité de la formation reçue par les éducateurs, parce que là on peut moins se réfugier, je dirais, avec les résultats qu'on sait, qui ne sont pas brillantissimes, mais derrière un programme, dire de toute façon, c'est l'âge où il faut écrire, c'est l'âge où il faut lire, et le moindre retard est scruté avec beaucoup de stress par les profs et les parents. Donc, je suppose qu'il va y avoir donc des variantes d'une école à une autre, mais là, vous avez un peu quand même le tronc commun, le corpus, et surtout la vision. C'est basé sur la psychologie, en fait. Ça dépend de ce qu'on appelle psychologie. Là, c'est la psyché au sens large, qui inclut l'esprit. Parce que des fois, on exclut la psyché, l'esprit de la psyché. La science spirituelle. Vous allez vous faire gronder. Après. Oui. Les mots, c'est terrible les mots, parce que quand on dit psychologie,
voilà, qu'est-ce qu'on entend? Traditionnelle. Oui, qui inclut aussi quand même, il faut leur rendre justice, aussi quand même des éléments avec des activités d'éveil, tout ça. Enfin, je pense que enfin, ne soyons pas manichéens, disant voilà. Mais il y a des bonnes choses, il y a vraiment des bonnes choses intéressantes. Ce qui me semble essentiel, moi, c'est cette idée de naissance, c'est-à-dire d'être conscient qu'il y a du potentiel qui naît à un moment donné, sur lequel on peut avoir une prise directe, alors que jusqu'alors, il est protégé. Et donc, pour ne pas faire des choses à contre-âge, à contre-courant. Alors, quel est le temps laissé aux fondamentaux? Quels sont les résultats au bac? Et quelle est l'intégration après dans la vie très bonne. Très bonne. Très bonne. Là, on a des personnes qui peuvent témoigner. Très bonne. Parce que, justement, les matériaux ont été donnés progressivement. Et il y a c'est ça, quel est important, parce que quand on dit c'est sectaire et tout ça, c'est exactement le contraire. C'est ouvert sur les nécessités du monde. C'est pas que ces gens vont sortir et ils savent pas ce que c'est qu'un ordinateur. Enfin, il faut arrêter avec les clichés. Donc le peu, en France, c'est marginal. C'est marginal en France. Mais dans les pays où c'est développé, les pays germanophones, ou en Égypte, dans d'autres pays, il y a de très bons résultats. Parce que, comme je ne sais plus qui disait, le poète peut-être, dans 20 ou 30 ans, 80% des métiers n'existent pas aujourd'hui. Hein, et 80% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Donc, qu'est-ce qui est important? Apprendre ou apprendre à apprendre? Et là, c'est vraiment apprendre à apprendre. C'est-à-dire ne pas s'accrocher à un savoir qui, de toute façon, va être obsolète très tôt, mais cette capacité de plasticité, ce que les neurosciences appellent aujourd'hui la plasticité cérébrale, bon, c'est très convergent, c'est ça qui est intéressant. Et donc, de s'adapter à un monde qui va vite, qui change vite, ne pourra pas être ce qu'on voit aujourd'hui sur le chômage de masse, et en France particulièrement, c'est des dysfonctionnements ou des décalages entre ce dont on a besoin et les compétences. Donc il y a plein de jobs qui ne sont pas pourvus, il y a plein de gens au chômage. Ça prouve qu'il y a bien un problème dans la formation, dans l'apprentissage, tout ce qu'on veut. Mais, et ce n'est pas pour former des gens efficaces dans le monde, attention, hein, parce que cette vision spirituelle, elle est quand même très, très, très au cœur de la vision de Steiner. Mais c'est pour faire des gens épanouis. Est-ce qu'on voit une différence au niveau sociétal dans les pays comme l'Allemagne qui ont appliqué cette pédagogie? Il y a des enfants de toutes les classes. Sociétal, on voit l'état d'esprit. Au niveau de la société? Oui, au niveau de la société. J'en sais rien. C'est compliqué à mesurer. Hein. Il faudrait voir parmi les cadres, mais, je ne sais pas, il y a peut-être des statistiques en Allemagne ou en Suisse, et comment ensuite managent c'est ça qui serait intéressant. Est-ce qu'ils managent différemment? Est-ce qu'ils sont plus humains? Est-ce que... c'était la question. Franchement, je ne peux pas te répondre. Mais il y a peut-être des études, pas en France, mais en Allemagne ou en Suisse, de suivre, ça serait intéressant, de suivre ces jeunes, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus et comment ils se sont intégrés. Et, parce que ce n'est pas que des artistes, hein, on dit, il n'y a pas que des artistes. Comment ils gèrent leur vie. Et où est-ce qu'ils mettent leurs enfants? C'est ce que j'allais dire, comment ils éduquent leurs enfants. Hein. C'est pas comme chez nous, les plus grands philosophes crachent sur les écoles alternatives, mais quand même, ils mettent leurs enfants. Je ne citerai pas de nom. Là, il y a une petite incohérence, mais on n'est pas à ça, une incohérence près.